You're never gonna change. You're never gonna change. I was already changing. I wish I could protect you. There was always the flower, something new. I wish I could perfect you. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, je suis très heureuse de partager ce moment avec vous ce soir dans le cadre des Nuits de la Lecture 2025. Et je tiens à remercier le Chant du Monde de nous accueillir et de m'offrir le privilège d'être la première à intervenir dans ce sympathique café-librairie, lieu que nous étions nombreux à attendre à Aix-en-Provence. Alors un grand merci à Mathilde qui est là et qui s'est montrée très enthousiaste dès notre premier échange. C'est tellement rare que ça mérite d'être relevé. Et merci à son équipe aussi, Clara qui est là, Nils qui est au bar, et son papa, sa maman, qui sont venus pour la soutenir ce soir. Merci également à Maëlia, qui m'a envoyé une publication de la mode aixoise il y a une quinzaine de jours, en me disant une petite lecture comme à mon chapitre. J'étais justement en train de chercher un lieu pour ces nuits de la lecture. Alors évidemment, je lui ai réservé une place de choix. Merci Maëlia. Sans toi, aucun d'entre nous ne serait là ce soir. Maintenant, je vais essayer de faire court pour laisser place à la lecture. Je vous épargnerai donc une présentation sans intérêt de mon parcours. Tout le monde s'en fout. Le plus important, même si l'on ne doit pas oublier d'où l'on vient, étant de savoir où l'on va. N'est-ce pas, Chami? Quoique, si je m'en tiens aux propos de Masson, dont je vous parlerai brièvement ce soir, celui qui sait où il va n'est pas un grand voyageur. Bon, faudrait savoir. Savoir, ne pas savoir. Je sais qu'on ne sait jamais. Ouais. Alors, trêve de plaisanterie. Je vais plutôt vous parler du collectif Elle préfère le court, qui stimule ma plume, ainsi que celle des auteurs qui ont produit la plupart des textes que je vais vous présenter ce soir. Ce collectif a été créé il y a un peu plus de 2 ans par Hélène Tinty, elle-même auteure de courtes nouvelles. Et régulièrement, Hélène nous lance des défis sur différents thèmes, calés sur des événements récurrents comme celui de ce soir, les Nuits de la Lecture, le Printemps des Poètes, les Journées du Patrimoine et tant d'autres. Ces textes sont ensuite partagés sur le compte Instagram Elle préfère le court, ce qui nous permet, publication après publication, de gagner en visibilité et en nombre de lecteurs. Ce soir, pour ces Nuits de la Lecture, dont le thème est les patrimoines, Hélène nous a orientés vers le patrimoine culturel collectif, et plus particulièrement le surréalisme. Un défi intitulé « Ceci n'est pas un texte », en écho à l'un des tableaux les plus célèbres de Magritte, La trahison des images, la fameuse pipe. Magritte qui est d'ailleurs à l'honneur ce soir. Dans une liste de 20 tableaux exposés au Centre Pompidou, Hélène nous proposait de choisir une toile, sans aucune obligation de se caler sur l'œuvre elle-même. Cependant, son titre imposait celui de notre texte. Nous voilà donc embarqués dans le monde onirique et mystérieux du surréalisme. Alors, le surréalisme. Il ne s'agit pas ce soir de vous faire un exposé sur le surréalisme. Néanmoins, je me dois de l'introduire à minima. Surtout qu'il y en a qui m'attendent au tournant. Découlant du mouvement Dada, dont la volonté était de souligner l'irrationalité du genre humain et l'absurdité du monde, le surréalisme est un mouvement artistique initialement fondé par des poètes, André Breton, Louis Aragon et Paul Éluard notamment. Mouvement qui s'étendit ensuite à la peinture, la photographie, le cinéma et l'architecture. Et pour ceux dont je ne parlerai pas ce soir, on se rappellera de Miro, Max Ernst, Dora Maar. Au début des années 20, les traumatismes de la Première Guerre mondiale générèrent chez un groupuscule d'artistes
l'idée que les valeurs bourgeoises et une pensée rationnelle excessive étaient à l'origine du conflit. S'appuyant entre autres sur les théories freudiennes, ils cherchèrent à redonner à la vie un sens sacré, plaçant le désir, le hasard et l'inconscient au cœur de leur création. On se souviendra notamment du cadavre exquis, qui consiste à composer un texte ou un dessin à plusieurs, à l'insu les uns des autres, et dont le résultat est souvent déroutant. Plus qu'un courant de pensée, le surréalisme est une philosophie qui réunira des artistes venus d'horizons et de pays différents, en dehors de tout principe esthétique et débarrassés des contraintes de la raison. En 1924, André Breton, le grand gourou du mouvement, établit le manifeste du surréalisme qui, loin de rassembler tous ses adeptes, fut le début des premières querelles. De nombreux conflits au sein du groupe surgiront également dans les années 30, quand le surréalisme se mettra au service du communisme, ce qui était évidemment pas du goût de tous. Mais là encore, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire de l'art, je vais plutôt vous lire le premier texte de cette soirée, un extrait du manifeste du surréalisme d'André Breton, un texte choisi par Mathilde. Swift est surréaliste dans la méchanceté. Sade est surréaliste dans le sadisme. Chateaubriand est surréaliste dans l'exotisme. Constant est surréaliste en politique. Hugo est surréaliste quand il n'est pas bête. Desbordes-Valmore est surréaliste en amour. Bertrand est surréaliste dans le passé. Rabe est surréaliste dans la mort. Poe est surréaliste dans l'aventure. Baudelaire est surréaliste dans la morale. Rimbaud est surréaliste dans la pratique de la vie et ailleurs. Mallarmé est surréaliste dans la confidence. Jarry est surréaliste dans l'absinthe. Nouveau est surréaliste dans le baiser. Saint-Paul Roux est surréaliste dans le symbole. Fargue est surréaliste dans l'atmosphère. Vacher est surréaliste en moi. Reverdy est surréaliste chez lui. Saint John Perse est surréaliste à distance. Roussel est surréaliste dans l'anecdote, etc., etc. J'y insiste, ils ne sont pas toujours surréalistes, en ce sens que je démêle chez chacun d'eux un certain nombre d'idées préconçues auxquelles, très naïvement, ils tenaient. Ils y tenaient parce qu'ils n'avaient pas entendu la voix surréaliste, celle qui continue à prêcher à la veille de la mort et au-dessus des orages, parce qu'ils ne voulaient pas servir seulement à orchestrer la merveilleuse partition. C'étaient des instruments trop fiers, c'est pourquoi ils n'ont pas toujours rendu un son harmonieux. Mais nous, qui ne nous sommes livrés à aucun travail de filtration, qui nous sommes faits dans nos œuvres les sourds réceptacles de tant d'échos, les modestes appareils enregistreurs qui ne s'hypnotisent pas sur le dessin qu'ils tracent, nous servons peut-être encore une cause plus noble. Aussi, rendons-nous avec probité le talent qu'on nous prête. Parlez-moi du talent de ce maître en platine, de ce miroir, de cette porte et du ciel, si vous voulez. Nous n'avons pas de talent. Demandez à Philippe Soupeau, les manufactures anatomiques et les habitations à bon marché détruiront les villes les plus hautes. À Roger Vitrac, à peine avais-je invoqué le marbre amiral que celui-ci tourna sur ses talons comme un cheval qui se cabre devant l'étoile polaire et me désigna dans le plan de son bicorne une région où je devais passer ma vie. À Paul Éluard. C'est une histoire connue que je conte, c'est un poème célèbre que je relis. Je suis appuyée contre un mur avec des oreilles verdoyantes et des lèvres calcinées. À Max Morris. L'ours des cavernes et son compagnon le butor, le vol-au-vent et son valet le vent, le grand chancelier avec sa chancelière, l'épouvantail à moineau et son compère le moineau, l'éprouvette et sa fille l'aiguille, le carnassier et son frère le carnaval, le balayeur et son monocle, le Mississippi et son petit chien, le corail et son potolé, le miracle et son bon Dieu, n'ont plus qu'à disparaître à la surface de la mer. À Joseph Delteil, hélas, je crois à la vertu des oiseaux, et il suffit d'une plume pour me faire mourir de rire.
à Louis Aragon. Pendant une interruption de la partie, tandis que les joueurs se réunissaient autour d'un bol de punch flambant, je demandais à l'arbre s'il avait toujours son ruban rouge. Et à moi-même, qui n'ai pu m'empêcher d'écrire les lignes serpentines affolantes de cette préface. Demandez à Robert Desnos, celui d'entre nous qui peut-être s'est le plus approché de la vérité surréaliste, celui qui, dans ses œuvres encore inédites et le long des multiples expériences auxquelles il s'est prêté, a justifié pleinement l'espoir que je plaçais dans le surréalisme et me sommes encore d'en attendre beaucoup. Aujourd'hui, Desnos parle surréalisme à volonté. La prodigieuse agilité qu'il met à suivre oralement sa pensée nous vaut autant qu'il nous plaît de discours splendides et qui se perdent, Desnos ayant mieux à faire qu'à les fixer. Il lit en lui à livre ouvert et ne fait rien pour retenir les feuillets qui s'envolent au vent de sa vie. Oh, merci. C'était pas facile celui-là. Merci Mathilde. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, René Magritte est à l'honneur ce soir. Il est sans aucun doute le peintre belge le plus connu du XXe siècle. Et c'est également celui qui a inspiré le plus d'auteurs pour ce défi. Alors pour la petite histoire, Magritte disait qu'il détestait peindre et l'odeur de la térébenthine. Il avait horreur d'avoir les mains sales et détestait la vie de bohème. Avec son costume 3 pièces tiré à 4 épingles et son chapeau melon, il est probablement la silhouette la plus connue de l'art moderne. Tout comme Dali, avec sa moustache, en est la figure. Dali avait une véritable admiration pour Magritte. Il disait que c'était le premier des peintres surréalistes et il n'a eu de cesse de louer son langage poétique. Son œuvre la plus célèbre, avec Le Fils de l'homme, est sans aucun doute La trahison des images, cette fameuse pipe qui n'en est pas une. Ceci n'étant pour l'artiste que l'image de ce que nous appelons une pipe. Contrairement à la plupart de ses confrères surréalistes, Magritte sera toujours opposé à la psychanalyse. L'art n'ayant, selon lui, pas besoin d'interprétation, mais de commentaires. Face aux poètes, puis aux philosophes, il a longtemps cherché à démontrer que les images valent les mots. Il se revendiquait lui-même peintre philosophe. Pour lui, le peintre est tout puissant. L'objet, la personne, n'existe qu'à travers le peintre. Le peintre qui fait être le réel. Chaque chose que nous voyons en cache une autre, dira-t-il. Nous désirons toujours voir ce qui est caché par ce que nous voyons. Pour lui, le monde est un mystère, et le mystère, on ne peut rien en dire. Et puisque nous sommes une partie du monde, nous sommes tous un mystère. Bref, là encore, il y aurait beaucoup à dire au sujet de Magritte, mais ce n'est pas non plus l'objet de cette soirée. Revenons plutôt à nos textes qui n'en sont pas. On pourrait dire ce soir qu'ils ne sont que l'assemblage de mots inspirés par les titres de quelques œuvres. Nous allons donc commencer la lecture des textes produits par les auteurs du collectif Elle préfère le court par une poésie inspirée par le titre d'un tableau de Magritte. C'était le premier texte de ce défi publié sur Instagram et c'est également le coup de cœur de Clara, notre libraire. Les jours gigantesques par Barbara. J'entasse les heures au pied de mon lit, un ramassis d'aiguilles dont je glisse les pointes dans mes chaussons pour qu'elles avancent sans bruit. Du sol au plafond, j'enfile les heures au pied de mon lit. Une colonne a coincé la manie circulaire dans une verticalité qui, même couchée, me tient debout. Tirés vers le haut, mes échafaudages rencontrent leurs limites. À force d'accumulation, la nuit pointe et les heures finissent par se pencher dangereusement sur mon cas. Je n'ai pas vu le temps passer. Un jour gigantesque s'affaisse, me tombe dessus. Je suis cerné de toutes parts. Mes cris perdent leurs plumes dans l'oreiller. Je m'extirpe des gravats, bouts de crépuscule, morceaux d'éternité, cherche sur mon visage et mon corps la trace des blessures et des coups. Rien. Ni bleu, ni rouge. Ma plainte n'a pas porté. Demain, peut-être,
un raccourci. Les jours gigantesques de Magritte a inspiré 4 de nos auteurs et généré 4 versions différentes. Et celle-ci est une nouvelle qui soulève un sujet bien dans l'air du temps. Les jours gigantesques, toujours, donc, par Florence. Non! J'ai éructé ce mot sans vraiment y réfléchir. Un spasme incontrôlable en entendant cette question hebdomadaire à laquelle je réponds oui depuis 10 ans contre mon gré. Mon corps en a vraisemblablement assez qu'on ne lui demande pas son avis et a décidé de s'insurger. Un spasme, un mot, une guerre. M m'a regardé incrédule. Il ne savait pas que je possédais ce vocabulaire. Il n'a pas tort, au fond, je ne l'ai jamais utilisé auparavant. Comme toute bonne épouse et mère de famille, je sais me taire quand il le faut, m'occuper des petits pour qu'ils filent droit et surtout veiller à ce que ses désirs soient assouvis. Ma paix est à ce prix. Au prix de mes sourires, de mes désirs, de tout ce qui fait que j'existe. Et je n'existe plus. Qu'as-tu dit? Tente de me remettre dans le droit chemin, M. J'ai encore une chance de rattraper le tir et d'éviter son ire. Mais quelle folle liberté d'avoir osé prononcer ce mot minuscule qui signifie tant. Je ne veux plus jamais sentir ses mains sur moi, me fouiller, me prendre comme s'il en avait le droit, parce que je n'ai pas la force d'être moi. Je vais essuyer la tempête, les reproches, les accusations, tout ce que j'ai soigneusement évité pendant ces jours gigantesques, m'enfermant dans une peau qui n'était pas la mienne, une peau sans âme et difforme, aspirant à l'oubli. Et après la tempête, je réapprendrai à sourire, à m'aimer, à exister. Alors, les jours gigantesques encore. Cette fois, il s'agit d'un poème de Mathias Deté. Au matin, le matin de ma vie, c'était une montagne de me lever. Face à ces heures de chaque journée, cet océan à traverser et ces risques de sombrer, je pensais que jamais je ne serais à la hauteur. Je les laissais filer, je me laissais porter et ces longues journées venaient à s'écouler. J'ai vu l'approche du soir et songé au sommet. C'est vrai, tiens, que là-haut, on voit mieux les étoiles. Alors j'ai mis le cap et j'ai voulu risquer l'essai de me hisser avec les voiles. J'y ai passé mes jours, ouvrages gigantesques, et maintenant que j'ai essayé tant bien que mal de m'élever, j'ai réalisé que c'est de plus en plus court. Un jour. Au crépuscule, les jours sont minuscules, mais mon bonheur n'en est que plus grand. À la fin de mes jours, au début de la nuit, j'ai fait de cette vie toute une montagne. Alors, dernière version des jours gigantesques. Il s'agit d'un texte d'Hélène Tinty, la responsable du collectif Elle préfère le court. Et c'est encore également l'un des coups de cœur de Clara. Les jours gigantesques. Si on lui avait demandé depuis combien d'années elle était installée dans cette maison, Elvire n'aurait pas su répondre. Non pas qu'elle ait perdu la mémoire, mais depuis qu'elle avait posé ses valises ici, le temps ne défilait plus comme avant. Chaque heure semblait s'étirer outrageusement, s'éterniser. Une vie sans fin. Les jours étaient trop longs, gigantesques. Avec nostalgie, la vieille dame essayait de rassembler ses souvenirs de journées remplies à craquer. Les suppliques de ses enfants. « Maman, regarde! Maman, qu'est-ce qu'on mange? Maman, pourquoi le ciel est bleu? Maman, on va être en retard.
Maman, pourquoi tu ne me regardes pas? Les longues promenades en forêt le dimanche, les dîners improvisés entre amis, le rythme effréné imposé à une cadre supérieure dans l'industrie. Puis, une fois à la retraite, les sollicitations de ses petits-enfants. « Mamie, regarde! Mamie, j'ai faim !» Les enfants avaient grandi, les petits-enfants aussi. Tous étaient aujourd'hui dispersés sur les 5 continents. Elvire n'entretenait plus que quelques contacts épisodiques avec sa sœur et ses cousins. L'éloignement et les troubles de l'audition, liés au grand âge, avaient fait leur œuvre. Les conversations téléphoniques étaient devenues confuses et parfois surréalistes. Cela l'avait amusée les premiers temps, et puis elle s'en était lassée de cela aussi. Si la vieille dame n'avait pas été clouée sur son fauteuil roulant, elle aurait gardé sa petite maison sur la côte, face à la mer, et elle animerait encore le club des lectrices de l'île d'Aix. Entourée aujourd'hui de personnes âgées, impotentes, qui de surcroît perdaient la tête, Elvire avait rapidement renoncé aux activités proposées les après-midi par l'établissement. Lorsqu'on lui reprochait gentiment de ne pas s'intégrer, elle rétorquait qu'elle avait passé l'âge de colorier des mandalas ou de répondre à des quiz aura des pâquerettes. Elle préférait rester dans sa chambre, plongée dans les 3000 pages du magnifique À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. La vieille dame avait bien assez des repas pour côtoyer ses compagnons d'infortune. Un midi, elle remarqua pourtant un nouveau résident qui traversait la salle de restaurant pour s'installer à quelques tables de la sienne. Il aurait fallu être bien myope pour ne pas le remarquer. Un homme d'une belle stature, au regard pétillant, qui portait un sweatshirt rouge vive avec l'inscription en lettres capitales blanches « Lifeguard ». Elvire ne put s'empêcher de sourire et mena l'enquête auprès d'une aide-soignante complice qui aimait se confier auprès d'elle en fin de journée. Celle-ci délivra, sans trop se faire prier, quelques informations confidentielles sur le nouvel arrivant. Le prénommé Germain, de quelques années son cadet, était veuf et atteint d'une maladie neurodégénérative. Les symptômes étaient légers, mais les médecins redoutaient une dégradation rapide. Après quelques jours d'observation discrète, Elvire prit les devants et proposa à Germain une partie d'échecs après le dîner. Elle fit les frais de sa vivacité intellectuelle. Germain était un adversaire redoutable. Il l'avait mise en échec et mat en quelques minutes. « Vous m'offrirez bien ma revanche. »« Demain, avec plaisir, si vous voulez bien. Je vais me reposer. » Le cœur d'Elvire se mit à battre. Elle avait un rendez-vous à inscrire sur son agenda. La vieille dame attendait désormais l'heure des repas avec impatience, lançant des œillades à son nouvel ami dès que le balai incessant des serveurs se calmait et lui ouvrait une brèche. Bientôt, elle griffonna son prénom sur toutes les pages de son calepin. À 19h30, du lundi au vendredi, trêve les dimanches que Germain passait chez sa fille. Elvire avait bien l'intention de ne pas se contenter de ces parties d'échecs. Au cours de leur conversation, les nonagénaires avaient partagé leur goût pour la poésie surréaliste et le jazz manouche de Django Reinhardt. Elvire promit de lui lire chaque jour un poème. Ils avaient tant à partager, et la vie était soudainement devenue si courte. De nouveau, le temps lui filait entre les doigts. Maintenant, je vais vous parler brièvement de Léonore Fini, qui, pour ce défi, a inspiré 2 auteurs. Peintre, graveuse, lithographe, décoratrice de théâtre et écrivaine française, Léonore Fini est née en 1907 à Buenos Aires. Fille d'un riche homme d'affaires argentin que sa mère fuit pour rejoindre Trieste lorsqu'elle a 18 mois, elle grandit dans un milieu bourgeois très cultivé et baigne dans des cercles littéraires et intellectuels d'avant-garde, empreints de la pensée de Sigmund Freud. Initialement destinée à des études juridiques, elle commence à peindre à 15 ans et présentera sa première exposition personnelle à 22 ans, à Milan,
qu'elle quittera en 1931 pour s'installer à Paris. C'est à cette époque qu'elle rencontre Quirico et Breton, puis se lie d'amitié avec Georges Bataille, Man Ray, Paul Éluard et Max Ernst, qui sera son amant quelque temps. N'ayant aucun goût pour les réunions et les manifestes, elle refusera d'intégrer le groupe des surréalistes, ce qui lui vaudra l'inimitié d'André Breton. S'inspirant néanmoins des théories surréalistes, elle expérimente le dessin automatique et métamorphique. En solitaire, elle explorera un univers onirique mettant en scène des personnages aux yeux clos, le plus souvent des femmes ou de jeunes gens androgynes. Et c'est avec une poésie de Caroline Sulzer que nous allons commencer, inspirée du titre d'un tableau de 1962, 14 chats dans la forêt. 14 chats dans la forêt et mon corps au milieu. 14 matous aux aguets, prêts à commencer le jeu. 14 paires d'yeux fendus lentement me fixent. Ils attendent de pouvoir, le moment venu, déchiqueter leur offrande. 14 queues oscillent avec fureur d'avoir été ainsi dérangées dans leur sommeil, à cette heure où le jour vient à décliner. 14 fois 4 pattes velues, mais pas du tout de velours, griffues, acérées et pointues, elles savent que viendra leur tour. Un geste de ma part, à peine un frémissement, et ils bondiront comme une seule bête, avides de se mettre sous la dent un mets de roi. C'est jour de fête. La crampe me guette, je n'en peux plus. Je tends ma jambe ankylosée, tous les félins me fondent dessus. Je commence à prier à un dieu quelconque, n'importe lequel, pourvu qu'il me sorte de ce mauvais pas. Finalement, c'est mon réveil qui sonne et me tire de là. Le deuxième auteur à s'être laissé inspirer par Léonore Fini, c'est moi. Après avoir longtemps hésité entre deux tableaux, dont les valeurs personnelles de Magritte, pour son titre, c'est finalement sur Extrême Nuit de Léonore Fini que je me suis fixée. En effet, je tenais à la fois à coller au titre du tableau, mais également à l'œuvre, et comme un défi n'en serait pas vraiment un si je ne corsais pas la chose, je tenais également à être dans le thème des nuits de la lecture, les patrimoines. Mais pas n'importe quel patrimoine, vous verrez. C'est pour cela que j'ai longuement hésité avec la toile de Magritte, les valeurs personnelles. Mais ce tableau de Léonore Fini me rappelait tellement l'affiche d'une pièce de théâtre que j'avais jouée à hier en 1996 qu'il devint évident que c'était sur lui que je devais me fixer. Je vous présente donc ma contribution à ce défi. Et parce que je me dois de les annoncer, il s'agit aussi du premier coup de cœur de Mathilde. Extrême nuit. Inès n'aurait su dire depuis quand elle attendait devant cette porte, mais la patience n'avait jamais été son fort, et dans ce sas tout blanc, elle commençait à trépigner. Quand on lui ouvrit enfin, une voix éthérée, portée par un écho qui résonna de toutes parts, proféra « Bienvenue, Inès ». La pénombre qui régnait dans ce lieu contrastait avec la luminosité précédente. Une atmosphère ouatée lui donnait l'étrange sensation de flotter. Où se trouvait-elle? Comment était-elle arrivée là? Elle essaya de rassembler ses esprits pour se remémorer sa journée, mais rien ne vient. Blackout total. On connaissait son prénom, c'est donc qu'elle était attendue. Mais par qui? Soudain, une impressionnante silhouette se posa devant elle. Était-ce un homme, une femme, un hibou, une chouette, un faucon géant, une gorgone maléfique ou un ange bienveillant? Impossible à déterminer. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle. « Et que me voulez-vous » ? « Ici, c'est moi qui pose les questions » répondit cette figure mystérieuse. « À moins que vous ne préfériez que je dresse le bilan moi-même. » Un pesant silence s'installa. Inès se remémora une pièce de théâtre, la valse du hasard qu'elle avait vue quelques mois plus tôt. Après un accident de voiture, une femme jouait son éternité face à un ange farfelu qui la notait de façon ambiguë. Tout à coup, elle fut prise d'une terrible angoisse. Maintenant, elle en était certaine,
Elle se trouvait au purgatoire. Assaillie par une irrépressible colère, elle se renfrogna. Puis la tristesse prit le dessus et elle baissa les yeux pour se livrer à l'inventaire de sa vie. Elle était encore jeune, trop pour mourir. Que laisserait-elle derrière elle? Pas d'enfant, trop égocentré pour y avoir pensé. Néanmoins, ses parents seraient dévastés. Ils avaient tout misé sur elle. Lui avait appris le courage et la persévérance, inculqué un certain esprit de compétition, et elle s'était montrée performante. Ses efforts furent rapidement couronnés de succès. À 32 ans, elle possédait un joli patrimoine et un compte en banque bien fourni. Inès n'était pas du genre à s'encombrer de scrupules. Pour arriver à ses fins, elle n'hésitait pas à écraser quiconque entravait son chemin. Trop occupée à ses affaires pour se soucier du malheur d'autrui, la compassion et l'empathie étaient à ses yeux des faiblesses, des maladies. Exécrable avec ceux qu'elle considérait comme ses subordonnés, la soumission des autres lui semblait naturellement acquise. C'est pourquoi, n'ayant jamais été dans le partage, elle n'avait guère d'amis, tout juste des connaissances. Avide de tout ce qui atteste de la réussite, Inès accumulait les biens en tout genre. Chez elle, le paraître avait toujours primé sur l'être. Mais ici, face à ce drôle d'oiseau, dans cet espace aseptisé, sans aucun ornement, comment allait-elle réussir à tirer son épingle du jeu? Elle se lança dans une interminable logorée au cours de laquelle elle relata, non sans fierté, son exceptionnel parcours. L'androgyne emplumé, qui ne manquait pas de grimacer chaque fois que ses paroles l'exaspéraient, finit par lui lâcher. « Là où vous vous trouvez désormais, vous ne ferez pas illusion longtemps, belle dame. Lors de votre incarnation, vous auriez dû faire preuve de grandeur d'âme, mais il semble que vous n'ayez pas intégré les valeurs fondamentales de cette humanité. Vous êtes arrivé nus et les mains vides, vous repartez nus et les mains vides. C'est ainsi, sans exception. Le seul patrimoine que vous pouviez emporter était immatériel et vous en êtes totalement dépourvu. C'est bien navrant. » À ces mots, Inès comprit que les dés étaient jetés. Elle croupirait en enfer. C'est alors qu'une sonnerie retentit, l'attirant de cet horrible cauchemar, en sueur et en sanglots. Tout cela lui avait semblé si réel qu'il lui fallut quelques heures pour reprendre forme humaine. Mais que retiendrait-elle de cette nuit extrême? Tenterait-elle de cultiver ce qui lui avait échappé jusqu'ici en plaçant la bonté, la générosité et l'équité en haut de la liste de ses priorités? Ou resterait-elle campée dans ses attitudes passées, ses comportements bien ancrés? J'avais hésité à finir par un Dieu seul le sait, mais c'eût été peut-être un peu trop conventionnel, anti-surréaliste, non? Et nous allons redémarrer avec le titre d'un tableau d'André Masson. Belge tout comme Magritte, Masson est un sacré personnage lui aussi. Il est notamment à l'origine de la peinture automatique qu'il considère comme un automatisme psychique dévoilant un vrai monde intérieur. Et puisqu'il n'existe pas de monde achevé, il prône la continuité plutôt que le statique. Tout comme Judith Reigl, dont je vous parlerai tout à l'heure, il revendique une vraie liberté gestuelle. En quête incessante de dépassement des limites et de liberté artistique, il rompt avec le surréalisme en 1945. Plus tard, dans une interview, il affirmera que Breton était un homme d'humour, pas un homme d'esprit, qu'il détestait les hommes d'esprit. Voulait-il dire par là qu'il ne pouvait donc pas être pris au sérieux? C'est assez ambigu. Peintre du faste de par une coloration un peu violente, pour Masson, le chaos et le désir sont les moteurs de l'art. Une imagination créatrice dont surgit des figures et des scènes étranges, insolites. Défendant une vision triomphale et non misérable du monde, ces tableaux sont souvent empreints d'érotisme,
comme celui qui a inspiré le texte que je vais vous lire maintenant. Un texte écrit par Agnès, La métamorphose des amants. J'allais dans un sens, tu allais dans l'autre. Nous nous sommes croisés, nous nous sommes regardés, vraiment, profondément, sincèrement. J'ai tendu la main, tu as tendu la tienne, et nous avons pris un troisième chemin, nouveau, inexploré, mais ensemble. De deux, nous n'avons fait qu'un. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Je vous ai dit tout à l'heure que Magritte était à l'honneur ce soir. Alors nous continuons par une nouvelle inspirée par le titre d'un de ses tableaux, L'Empire des Lumières. Un texte de Maël Nougaret. Le récit de ce matin ressemble à celui de la veille. Tout commence comme avait commencé la nuit dernière. D'abord, l'histoire d'un bateau échoué que la jeune Lila récupère les yeux fermés. Puis l'énumération des innombrables poissons colorés qui lui tracent le passage. Ensuite, cette sensation étrange de rentrer dans un paysage, comme on plongerait son regard dans une peinture. Lila fait toujours ce même rêve, si bien qu'il en est devenu presque réel. À l'aube de ses 10 ans, elle vit avec, il lui appartient, et elle le raconte tous les matins à sa mère. Chaque nuit, elle descend le cours d'une rivière illuminée par la lune et bordée d'arbres noirs si hauts qu'ils semblent effleurer le ciel. Pourtant, cette voûte n'est pas nocturne, elle est bleue, parsemée de nuages paisibles, comme si le jour s'accrochait désespérément à la nuit. Et Lila n'a jamais peur, ou peut-être un peu. Ce songe quotidien est rythmé par l'appel envoûtant d'une maison. Elle est éclairée du halo blanc d'un réverbère à l'extérieur et d'une lueur orange et chaude à l'intérieur, semblable à un feu de cheminée qui murmure des histoires d'autrefois. La maison l'attend, le réverbère veille, la rivière respire doucement, et chaque nuit, Lila tente de pousser la porte de cet empire des lumières qui reste obstinément fermé. « Pourquoi es-tu là ?» murmure-t-elle à la lumière depuis toujours, mais la lumière ne répond jamais. Elle se contente d'être. Mais ce matin, sa mère, qui connaissait ce récit par cœur, sentit qu'une suite inattendue arrivait. Le rêve de sa fille avait un écho qu'elle ne lui connaissait pas. Cette nuit, sa fille avait réussi à ouvrir la porte et à discuter avec la lumière. Son enfant n'avait plus 10 ans, son enfant n'avait plus d'âge. Elle était la porte-parole d'une sagesse sans précédent. « La lumière m'a répondu cette nuit, » dit Lila à sa mère. Et elle se lança dans la suite de son récit, ses yeux brillants au-dessus de ses joues, qui se coloraient de vigueur et d'enthousiasme. Lila incarnait la joie pure, la vitalité, la beauté, la raison inqualifiable pour laquelle on aime écouter les enfants. Je suis rentrée dans la maison et on a discuté, elle et moi. La lumière ne combat pas l'obscurité, maman. Elle la transforme. Une seule étincelle suffit pour créer des contours, pour révéler des formes, pour redonner la vie au vide. Quand le noir a l'air d'être infini, la lumière, elle, trouve toujours un moyen d'exister. Ça, c'est toi qui me le dis quand j'ai peur de faire des cauchemars. Puis l'obscurité, c'est juste un écran d'attente pour la lumière. Tu sais, comme l'écran noir avant qu'un film commence. Quand elle arrive et réchauffe, elle guérit, elle nourrit la terre, elle anime les couleurs, elle apaise et elle guide les âmes fatiguées. La lumière, elle chasse la peur et elle rassemble les cœurs. Comme quand tu me prends dans tes bras ou que j'y cours parce que j'ai eu la frousse de ma vie. C'est mot pour mot ce que la maison m'a dit.
et c'est ce que j'ai vu. La lumière, elle me montre ce que je vois devant moi maintenant. Par exemple, le beurre et ton café. Ou quand je me regarde dans le miroir. Mais elle me laisse aussi imaginer ce que je pourrais être plus tard, parce qu'elle m'éclaire les chemins invisibles pour après. Et puis tu sais, même les poissons m'ont parlé. Ils m'ont dit qu'au fond des océans, là où le soleil ne descend plus, c'est comme si la lumière s'étouffait. Mais eux, ils ont trouvé un moyen de respirer et de briller. Certaines créatures se transforment en lanternes. Elles deviennent des constellations vivantes. Et justement, dans le ciel, c'est pareil. L'obscurité la plus totale n'est jamais complète. Elle est percée de milliers de fenêtres vers l'infini. Tu crois que je pourrais raconter ça dans mon exposé aujourd'hui, maman? Tu sais, pour les recherches sur l'espoir que la maîtresse a demandé. Maman, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je vais continuer avec 2 textes inspirés par le titre d'un tableau de Toyen, La femme magnétique. Toyen, c'est celui dont je ne sais rien. Pourtant, son œuvre est intéressante. Alors, vous me direz que j'aurais quand même pu faire un petit effort, oui, mais alors je n'aurais pas pu mener cette lecture là où je voulais en venir. C'est comme ça, parfois il faut savoir faire des impasses. Désolée pour Toyen. Je m'en remets donc à la poésie d'Hildegarde et à celle de Claire Fessard-Passeré par laquelle je vais commencer. La femme magnétique. Tu es mon aimant magnifique, mon amant magnétique. Tu es mon bel homme envoûtant, mon médium évident. Sur la même longueur d'onde, en symbiose étonnante, nos 2 cœurs se répondent, alchimie détonnante. Tu es mon écho tout-puissant, mon égo jaillissant. Tu es mon cheval de soleil, mon chenal de sommeil. Sur la même longueur d'onde, avec les mêmes hauts et bas, on fusionne en un monde qu'on n'invente pas à pas. Tu es mon aimant magnifique, mon amant magnétique. Wow. Je vais continuer avec un texte arrivé last minute. Il s'agit d'une poésie proposée par Céline qui publie très régulièrement sur Instagram sous le nom de La poésie d'Hildegarde. La femme magnétique toujours. Magma de peau, chairs en décombre, la femme magnétique est une éruption d'argile et de roc taillé. Hardie est la femme tronc, elle se lève aux aubes infernales, attraction des inconscients fertiles, enchevêtrée aux nimbes, échevelée, elle saigne et se signe. La femme magnétique est un acier blanc. Elle pleure des ronces et boit au fleuve fou. Nadja pareille à l'amour folle, elle parle la langue des muses et des clairs de terre. Convulsive beauté aux reins de nacre sacré, tes chants sont magnétiques. Ils dissipent dans l'air des particules élémentaires. Femme buste, tu sais les mots. Électrique, répulsive, tu écriras au livre des reines. Alors, revenons de nouveau à Magritte, avec une nouvelle particulièrement émouvante de Claire Le Boucher, Les valeurs personnelles. La pluie tombait goutte à goutte, inlassablement, monotone, depuis 7 jours consécutifs. Je contemplais le singulier chemin du ruissellement sur la vitre sous l'effet de la gravité. La gravité. Sous l'effet de cette implacable loi de la physique, tout tombait. Quelques semaines avant, j'étais devenu l'heureux propriétaire d'un studio hors de prix dans une des Twin Towers, 11 étages sous mon lieu de travail, m'offrant le luxe absolu de ne presque plus quitter la tour. À moi l'immersion totale dans les entrailles de ce monstre de métal et de verre, surplombant la ville qui ne dort jamais. Mon refuge avec vue directe au cœur des nuages.
mon cocon de douceur où le seul murmure était le souffle discret de la climatisation. Terminées les nuits rythmées par les hurlements des sirènes, fini la clameur perpétuelle de New York, oubliez les rames de métro devenues un cloaque. Tu deviens ermite, m'avait demandé Kent, le jeune stagiaire à peine arrivé dans la boîte. Que trouvait-il à redire à mon existence monacale, délibérément choisie? Aucun argument ne m'était venu à l'esprit. Avant de faire un choix aussi radical, passe une nuit entière à conquérir la ville, perd ses mystères sans la vibrer. Mais que me chantait Kent? Il m'intriguait. La cité dans le cœur palpite. Seul, debout derrière la vitre, à l'abri de la pluie qui crépitait, j'ai compris trop tard ce qu'il avait voulu dire. Les entrailles encore béantes, à nu, New York peinait à se relever de ses meurtrissures. Un soir, Kent avait sorti une somptueuse bouteille de vin rouge. Tu vois, en France, c'est ainsi que débute une soirée mémorable où l'on va raconter sa vie et ses secrets. En fait, je suis toi dans une autre vie. Au cours de cette nuit-là, le persuasif Kent m'avait embarqué dans cette errance urbaine inattendue, d'un pas léger, sur une distance affolante pour moi qui ne marchais presque plus. Je l'ai suivi dans sa furieuse jeunesse, de nouveau terriblement vivant. Nous avions remonté Warwick Avenue, passé Hudson Street, jusqu'à Amsterdam Avenue, en direction de North Harlem. J'étais restée dormir chez lui et mes yeux s'étaient fermés juste avant les premières lueurs de l'aube. Encore ébloui par les lumières de la ville, l'esprit embrumé par le whisky, les mélodies de jazz, les sourires des filles et les mélopées du rap. J'étais vaincue par chaos. Les cris insistants et paniqués des voisins derrière la cloison m'avaient réveillée. Impossible de pas rester plus longtemps sur le canapé de Kent. C'était déjà trop d'agitation pour moi. Un petit déjeuner m'attendait dans la cuisine. Quelle délicate attention. Kent était reparti travailler. Ma montre indiquait 9h20, mardi 11 septembre, et je m'étais rappelé que mon nid douillet m'attendait là-haut, dans ma tour du World Trade Center. L'eau pouvait-elle rendre des formes et des couleurs à cette ville balafrée? Tout tombe sous l'effet de la gravité. La pluie, les tours de Manhattan, l'illusion de la puissance, Kent. Un temps suspendu dans l'air, la poussière de nos vies volette, puis finit par se disperser sur le sol ou dans l'oubli. Magritte encore. Avec une poésie de Larature. Larature, c'est un vrai personnage lui aussi, un troubadour. Le roi de l'improvisation. Donnez-lui quelques mots et en quelques minutes, il improvise un texte qu'il déclamera en public. Et quel flot! Même avec la meilleure volonté, je ne saurais l'imiter, alors je vais faire de mon mieux pour vous retranscrire ces mots. Les idées de l'acrobate. Ville en suspension, lui les pieds sur terre, c'est le monde qui semble basculer de l'autre ou d'un côté. Édifice difforme, géométrique, aux fondations infondées, penche comme une tour péninsule. Pyramide bâtie sur la pointe du progrès, délaisse ceux qui ne partagent ses inclinaisons ou qui ne peuvent la gravir. Sous le chapiteau céleste, tous jonglent avec l'universelle réponse, billes d'étoiles qui peinent à chuter. Cases de travers ou cerceaux enflammés, des réalités s'élancent dans la cire d'un saut périlleux. Tendu, entre deux points fermés, funambule des voies lactées, l'acrobate en équilibre sur le fil de sa pensée. Je ne sais pas vous, mais moi je suis restée à New York. Je n'y ai pourtant jamais mis les pieds. Un jour peut-être. Après les deux textes que je viens de vous lire, je trouvais intéressant d'enchaîner avec cette artiste, Judith Reigl. Judith Reigl est une artiste peintre française née en Hongrie en 1923 et décédée en 1920, presque centenaire. Elle vécut une vie tout en mouvement.
De 1941 à 1946, elle fréquente l'Académie des Beaux-Arts de Budapest, puis obtient une bourse et part s'installer à Rome où elle restera jusqu'en 1948. En 1950, essayant de fuir la Hongrie, elle est arrêtée en Autriche et emprisonnée 2 semaines dans un camp d'où elle réussit à s'enfuir en rampant pour rejoindre Lille, puis Paris. En juin 1950, elle rencontrera André Breton qui préfacera notamment le catalogue de sa première exposition en 1954. D'abord marquée par le surréalisme, elle évolue rapidement vers une approche personnelle qui laisse une large place à la spontanéité et à la gestuelle. À la fin des années 50, passionnée par l'écriture automatique, elle s'éloigne du surréalisme pour se tourner vers l'abstraction lyrique et un art plus gestuel. Toute sa vie, elle explorera de nouvelles techniques de peinture, ne faisant pas de distinction entre art figuratif et art abstrait. Elle peint souvent à main nue, privilégiant la vitesse d'exécution et l'éclatement des formes. Pour elle, le processus physique de peindre est plus important que la technique. Très productive, elle réalise généralement une nouvelle série chaque année. Cependant, à la fin de sa vie, elle travaillera pendant 6 ans sur une série intitulée New York, 11 septembre 2001. Voilà pourquoi je trouvais judicieux d'enchaîner avec Judith Reigl et le titre de l'une de ses œuvres qui a inspiré 2 poésies. Ils ont soif insatiable de l'infini. La première est signée Aline Roger. Je suis là, debout devant le jour, lasse devant la vie, comme face à ce sourire béant qui ne me va plus. Il est devenu bien trop grand pour l'horizon étréci qui a cerné les plaines de mes yeux vides. Je suis là, sur le pont de toutes mes nuits, et j'écris la couleur du vent. Je goûte le chant des étoiles, assoiffé d'infini, comme mes mots avides partis tissés par-dessus les vagues. L'incendie qui bat sous les neiges éternelles de ma peau veinée d'émoi. Le deuxième texte inspiré par ce titre de Judith Reigl est particulièrement surréaliste, je trouve. Il est signé Isiaf. Ils ont soif insatiable de l'infini. Le sabot d'un cheval orange mélange, fracas d'un pinceau qui se venge. Je crois que c'est l'ailleurs qui le démange en soi. Quelle est la couleur de l'étrange? Est-ce que la feuille revêt la branche? Cela est-il de quelque importance? Petit, quand je fermais les yeux, le monde était 10 fois plus bleu, peut-être. Avais-je peint sous mes paupières la vie, dans ses ombres et dans sa lumière, ainsi, en hommage à l'enfant d'hier, enfui? Je veux penser la vie en vers. Pourtant, en l'infini des apparences, bouffie, de solitude et d'ignorance, d'envie, je nage autour de mon nombril, ravi, oublieux d'habiter une île dont je me crois comme un trésor, pardi, aussi précieux que soie et or. Partout je suis passée déjà, tu sais. L'on cherche et l'on ne trouve pas le vrai qui donnerait un sens, crois-moi. Il n'y a que le temps qui danse pour ça. Au cimetière des innocences, le noir est bien de circonstance. Vont-ils enfin tenter leur chance, oser? Les guerriers de la délivrance, les fous, les aveuglés par la démence, juchés sur les montures de l'espérance, jetés au tourbillon du non-retour, volés vers le néant ou vers l'amour. Un peu de légèreté. Revenons-en au fondement du surréalisme avec une citation devenue un titre qui a insufflé le mouvement des surréalistes. Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. C'est probablement le plus long titre qui ait été donné à une œuvre, 16 mots au total. Et certainement le titre le plus surréaliste de toute l'histoire du surréalisme. Mais avant d'être un titre, il s'agit d'un vers du poète franco-uruguayen Isidore Ducasse,
dit Conte de Lautréamont. Une citation tirée d'un recueil de poésie en prose écrit en 1869, Les Chants de Maldoror, un ouvrage qui figure parmi les références emblématiques du surréalisme. Une écriture caractérisée par des images saisissantes, un style brutal et un lyrisme particulièrement noir. Dans le surréalisme, on trouvait des objets récurrents. Le parapluie et la machine à coudre étaient de ceux-là. Le parapluie revient d'ailleurs très souvent chez Magritte. Man Ray, lui, en a tiré toute une série de dessins, photos, collages, dont cette œuvre, beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. J'ai adoré, nous avons adoré, parce que c'est également un coup de cœur pour Clara et Mathilde. Mathilde Ducasse, tiens donc, serait-elle la digne héritière du comte de Lautréamont? Non, 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 c'est la fille d'Alain, Alain Ducasse. Mais pas le chef, hein. Un auteur qui n'ose pas non plus se proclamer auteur. Il a publié pourtant. Et il est avec nous ce soir, quelque part. Bonsoir Alain. Où es-tu? Bonsoir papa. Parce que mon papa aussi s'appelle Alain. Et il n'est pas là ce soir. Mais bonsoir papa quand même. Allez. Revenons-en à nos moutons, nos machines à coudre et à découdre, nos parapluies et tout, avec le texte délicieux d'Isabelle Comte de Lautréamont. N'importe, Isabelle Comte tout court. Beau comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection. Mais elle a inversé les thèmes, Isabelle. Faut le refaire. Beau comme un parapluie et une machine à coudre sur une rencontre fortuite. Calme-toi, Agathe, calme-toi. Ok. Place à Isabelle Comte. Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. Une vieille photo triste à pleurer. Je fixe le prof comme si mon seul regard pouvait lui faire retrouver la raison qu'il semble avoir perdue. Que veut-il que j'écrive là-dessus? Je regarde tour à tour ma feuille blanche et la photo en noir et blanc. De l'art, ça? Poussant un profond soupir d'exaspération, je pense à ce titre. Cette merveille d'absurdité est due à un type prénommé Isidore qui se faisait appeler comte de je ne sais plus quoi, un homme farfelu et prétentieux donc. J'ignore dans quelles circonstances exactes cette phrase improbable lui est venue, mais j'aimerais bien le rencontrer pour lui signifier tout le mal que j'en pense et lui montrer la torture qu'elle nous inflige un siècle plus tard. Quant au photographe, il n'a fait que mettre en scène cette phrase ridicule en réunissant les trois objets. Un imposteur, en somme. Cet artiste-là faisait partie du surréalisme, un courant auquel je ne comprends rien. Ce n'est à mes yeux qu'un mélange hasardeux et absurde, à l'image d'un enfant faisant du découpage. Je n'y vois aucun mouvement de pensée, rien que du vide, pour remplir ma copie désespérément vierge. Si j'étais courageux, j'inventerais quelques phrases sans queue ni tête et conclurais avec un culotté « C'est ça, le surréalisme !» Je laisse mon imagination errer quelques secondes dans ce scénario séduisant, mais passé mon moment de gloire, tout relatif d'ailleurs, ne resterait-il au final que la note probable de 0 sur 20 que je ne peux me permettre? Bon, réfléchissons. Que faire avec une table de dissection que l'on ne voit jamais dans la vraie vie, un parapluie moche et une machine à coudre d'un autre temps? Rien évidemment, aucun lien, aucun point commun, juste une énigme insolite. Face à ma médiocrité, je réfléchis à l'identité des trois objets. Je prends ces éléments un par un puisque leur ensemble me reste muet. Résigné, je finis par écrire « L'œuvre de Man Ray, par le prisme du dépouillement, représente les éléments essentiels de nos vies. Le parapluie nous protège, évoque le besoin d'être à l'abri, en sécurité. La machine à coudre symbolise nos créations, l'accomplissement de nos actes. Quant à la table de dissection, elle image notre capacité à être introspectif
et l'évacuation possible de ce qui nous encombre. La réunion de tout cela est effectivement belle et fortuite dans nos vies, puisque rare et fragile. Voilà, j'ai péniblement pondu 5 lignes. Logiquement, j'espère donc obtenir 5 sur 20. Cela me semble réaliste, mais sait-on jamais? Mon prof est peut-être un surréaliste. Voilà, j'en ai fini avec les textes spécialement écrits dans le cadre de ce défi surréaliste. Néanmoins, je vais encore vous présenter 2 textes personnels. Le premier étant celui qui m'a donné confiance en ma plume, un texte écrit en 1997 et qui est tout à fait dans le thème puisqu'il met Dali en avant. Et on ne pouvait pas conclure cette soirée sans lui rendre un petit hommage. Je vous présente donc La figue de Figueras. Une figue. Je suis une figue. Une belle figue, dit-on, bien ronde, bien roulée, bien pulpeuse. Tout droit sortie d'un rêve, d'un délire culinaire à la Salvador Dali. La figue de Figueras. Mon figuier m'a lâché, lâchement abandonné. Et j'ai longtemps roulé de l'autre côté du mur de mon jardin ombragé. Je suis restée un long moment seule sur le pavé, abandonnée aux rayons du soleil qui me brûlait la peau. Ma peau douce et délicate de figue fraîche. Je me déshydratais et me voyais déjà finir comme beaucoup d'autres en figue séchée. Mon esprit divaguait, la chaleur torride me transportait de pays chaud en pays chaud. Semi-consciente, je voyageais. C'est ainsi que je suis arrivée en Afrique du Nord, où j'évoque à tel point la bourse de ces messieurs que l'on ne m'appelle même plus par mon nom, mais par celui de la saison où j'apparais, où je mûris et m'épanouis. L'automne. Alors on m'appelle Criff. Et pourtant, si les hommes savaient à quel point je suis riche pour leur liqueur séminale, ils m'appelleraient sûrement plus tendrement. Chérie, peut-être. Et pourquoi pas? On peut toujours rêver, non? Je poursuivais mon voyage onirique quand me voilà rendu en Inde, perché sur une branche d'un imposant figuier des pagodes, le pipal, appelé aussi Ficus religiosa. Comme j'arborais un sourire radieux pendu à ce figuier perpétuel, Bouddha en personne vint s'asseoir sous ma branche. Le pipal était l'arbre favori sous lequel il aimait se placer pour enseigner à ses disciples. Rien d'étonnant quand on sait que là-bas, il symbolise la vie, la puissance, la longévité, la connaissance supérieure. Comme le sage se recueillait, j'admirais son calme et sa sérénité. C'est alors que, cherchant à m'approcher pour mieux le contempler, tout comme la pomme de Newton, avec la maladresse qui me caractérise, je suis tombée sur la tête du grand Bouddha, répondant autour de lui mes graines innombrables. Mais loin de le chagriner, cet incident semblait lui apporter le bien-être suprême. C'est à ce moment que je repris connaissance. J'étais bel et bien tombée, non pas sur la tête du sage Gautama, mais sur le pavé de Soliespont, mon village d'origine, en Provence, dans la vallée du Gapo. La chaleur qui m'avait fait divaguer s'était dissipée. Seule. J'étais toute seule. Ici, ailleurs ou nulle part, quand on est seul, peu importe l'endroit si l'on est à l'envers. J'espérais qu'une chaussure passe par là pour abréger ma douleur et je me suis figée en attendant mon heure. Et oui, je suis une figue. Chassez le « U » et voilà, je me fige. Finalement, ce n'est pas un homme qui est venu me bousculer, mais un gracieux volatile, un tout petit papillon aux couleurs flamboyantes. Il tournait autour de moi depuis un moment, quand tout doucement il me susurra à l'oreille « Oh, pitchounette, ça va être ta fête !» En effet, c'était la fête de la figue, la toute première dans mon village. Délicatement, le minuscule insecte ailé est venu se glisser à l'intérieur de ma chambre charnue. Oui, parce que je ne suis pas comme tout le monde, moi. Ma beauté est cachée. Ma fleur est à l'intérieur. Et lui, cet insecte pollinisateur,
qui n'avait, je dois l'avouer, rien de ces majestueux papillons que j'avais déjà surpris en train de virevolter autour de moi, lui, avec son air de rien, a su aller chercher au plus profond de moi. Et cependant qu'il me chatouillait, je frémissais et reprenais goût à la vie. Une sensation nouvelle m'envahissait. Ma fleur intérieure se transformait. Ma couleur verte passait du bleu au rouge pour devenir violine. Ma chair se gorgeait de sucre. Ronde et savoureuse, j'étais devenue un fruit. Son travail achevé, le papillon s'en est allé, me laissant de nouveau seule avec mes idées. Mais désormais, elle n'était plus noire. Je n'étais plus malheureuse et je ne voulais plus mourir, bien au contraire. J'arrivais à maturation et je me sentais prête à affronter la vie, à la dévorer à pleines dents. C'est en méditant sur ces aventures que l'homme que j'attendais quelques instants auparavant pour me piétiner est arrivé. Mais je ne voulais plus mourir, alors, affichant mon plus beau sourire, d'un ton suppliant, je lui ai dit « S'il vous plaît, monsieur, ne m'écrasez pas. Regardez-moi plutôt. Je ne suis pas une figue, je suis une fille. Et si vous voulez voir mon visage, rajoutez-moi un petit air de rien, mi-figue, mi-raisin, et je vous montrerai ma figure. » L'homme, tout d'abord surpris, s'est penché sur moi, l'air décontenancé, croyant qu'il hallucinait. Puis il m'a ramassé et s'est mis à me caresser. Je prenais cela pour un geste tendre et me taisais en savourant son étreinte, mais on ne change pas sa destinée. Il ne faisait que m'essuyer avant de me croquer. La figue de Figueras n'existe pas, mais la fille de Figueras, celle-là, oui, elle existe. Quelque part, dans un musée, on peut la contempler. Dali l'a figée à tout jamais dans l'immortalité de son œuvre. Peut-être l'a-t-il rencontrée, peut-être l'a-t-il aimée, peut-être l'a-t-il imaginée. Tout comme j'avais imaginé qu'il serait plus facile d'être une fille que d'être une fille. Mais je m'étais trompée. Il y a toujours quelqu'un qui nous lâche. Alors finalement, mieux vaut être lâché par son homme que par son figuier. C'est plus facile d'en changer. Mon homme m'a lâché après m'avoir goulûment dévorée. On me dit séduisante, il me trouvait trop ronde. S'il n'a pas su apprécier mes richesses intérieures, d'autres y trouveront sans doute le meilleur de moi-même. Quoi qu'il en soit, mieux vaut éviter de se prendre pour ce que l'on n'est pas. Cherchant à être une femme, ma figue s'est faite manger. Cherchant à être une figue, j'aurais pu tomber bien bas. Alors oui, je suis une fille. Une belle fille, dit-on, bien ronde, bien roulée, bien pulpeuse. Et j'espère ne pas être punie pour avoir goûté le fruit défendu, celui de la connaissance, la pomme. La pomme? En sommes-nous bien sûrs? C'était sûrement une figue. Alors voilà, cette lecture est terminée, mais pour conclure cette soirée de lecture, Mathilde tenait à ce que je vous présente ce texte que certains d'entre vous connaissent déjà et qui devrait plaire à Laurent. Oui, Christian. On peut parler. Oui. Si ce n'est pas un thème surréaliste, il reste dans le thème du patrimoine, puisqu'il s'agit du verre de vin. Une poésie écrite pour le calendrier de l'Avent en décembre dernier. Tu as des choses à dire sur le verre de vin? Le verre de vin. Je te vois arriver, ô toi qui me prends par le pied. Me dégusteras-tu doucement ou me descendras-tu goulûment? À la manière dont tu m'attrapes, je peux déjà deviner quel sera mon sort. Tu m'effleures délicatement ou me tiens fermement. Certains me regardent à peine, d'autres me font tourner sur moi-même jusqu'à me faire tomber en larmes. Ils observent ma robe, apprécient mon corps, ma rondeur. Certains me trouveront court en bouche, ample ou velouté, et d'autres détailleront mes jambes. Quelques initiés se pencheront sur mes arômes, tout en complexité, plein d'intensité. Fruits rouges ou noirs, plutôt cerises ou cassis, pommes ou abricots? Blanc, rouge ou rosé, en accord parfait avec vos mets,
je contribue au plaisir de la table, et tant que vous gardez un air affable, m'efforcerai toujours de vous être agréable. Je suis la douceur, l'oubli, l'ivresse, un instant de bonheur qui te porte à la bonne humeur, un moment de partage, plus encore quand je n'ai plus d'âge. Certains me préfèrent délicat, souple, équilibré, d'autres coulant ou charpenté. Je suis quelquefois bouchonné, madérisé, vermouté quand tu m'as trop laissé vieillir dans ta cave, mais la plupart du temps je suis bien élevée, j'ai appris à me tenir. Tu trinques, tu ris, tu chantes, j'aime quand tu montes dans les octaves tandis que je monte en gamme. Oh, toi qui me portes à tes lèvres, importe la route qui te mène à moi, apprécie mes tanins, mais reste sur le bon chemin. Ne tombe point en adoration, jouis plutôt de moi avec modération. De mes attraits, ne deviens jamais l'esclave, l'heure serait grave, tu risquerais de te transformer en épave. Fais que le raisin n'emporte la raison et que le sincère reste toujours sincère. N'opte jamais pour de la piquette, vénère la vigne et le terroir d'où je viens. Pouilly fumé versus pouilly fuissé, Sauvignon blanc ou chardonnay, vin de la Loire ou grand cru de Bordeaux, côte du Rhône ou Bourgogne, n'abuse point trop de mes charmes, ni du Gevrey chambertin. Champagne, Vouvray, Saumur Champigny, un chinon sinon rien. De Rabelais, pour sûr, j'étais le préféré. N'en déplaise aux gens du Beaujolais, buvez toujours, ne meurez jamais, ayez soif de connaissance, retenez bien la leçon, c'est écrit sur mon ballon. Nuit Saint-Georges, un soir de Noël près de la cheminée, ou rosée d'une nuit dans un jardin lors d'une soirée d'été bien arrosée. Château Lacoste, Château Simone ou Cheval Blanc, Châteauneuf du Pape. Je suis le plan de Dieu, le sang du Christ que l'on verse dans mon calice. Je suis le paternel qui vous rêve éternel. Magnifique. Voilà, cette lecture est terminée, mais pas la soirée. Et pour ceux qui ne restent pas dîner, j'espère que ce texte vous aura donné envie de boire un dernier verre. Et si cette lecture était la première proposée par Le Chant du Monde, pour sûr, elle ne sera pas la dernière. Merci à tous d'être venus m'écouter. Et si vous le souhaitez, un petit chapeau a été posé là pour encourager mon travail. Merci encore à tous. Merci à Mathilde, merci Clara, merci Nils, merci Camille. Merci les amis. Merci Agathe, tu m'as donné un peu de poésie dans cette vie de merde. Merci Agathe.